Alors justement, comment le FLN va gérer cette question berbère? Par le parti unique. Par le parti unique, par la persécution, par l'arabisation, on dit une politique. Par l'arabisation, la chaire de Berbère du ministre d'Alger est supprimée dès le mois de septembre 62. Le ministre de la culture algérien dit les Berbères n'existent pas, c'est une création des Pères blancs, c'est une création coloniale, il n'y a pas de Berbères. Et parler de berbérité, c'est être pour l'Algérie française, c'est-à-dire c'est soutenir le colonisateur. Les Berbères vont essayer de se soulever en 63, ils vont être écrasés, ce qui fait que la revendication berbère va dormir et elle va surgir périodiquement jusqu'au moment dans la décennie 80-90 avec le printemps berbère, avec cette résurgence très très forte qui va. Il y avait aussi un parti politique, le parti des forces sociales. Oui, mais le Hosni Ahmed, non? Oui, mais le problème d'Ahmed Ahmed, c'est qu'il a complètement camouflé la revendication berbère sous une appellation socialiste. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Effectivement, tout le monde sait que c'est un parti berbère, mais il ne met pas en avant la berbérité, il met en avant la démocratie et le socialisme. Donc, il ne met pas le côté identitaire en avant. Et donc, il va, Ahmed Ahmed va largement, j'allais dire, amoindrir la revendication berbère. Ce qui fait qu'il l'habille autour d'une revendication démocratique et socialiste. C'est pas ça le problème. Le problème est ethnique et culturel. Il n'est pas socialiste ou démocrate. C'est une question d'identité d'un peuple. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant parce que les partis politiques berbères ou qui prétendaient représenter les berbères sont en perte de vitesse. Et l'on voit un mouvement très intéressant qui est en train de se définir dans le monde berbère en Algérie. C'est-à-dire une réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire que les jeunes berbères intellectuels ont compris que ces partis politiques allaient à la soupe, les trahissaient, se faisaient acheter. Et donc, ils reviennent à l'histoire. C'est-à-dire, ils se mettent à découvrir leur histoire. Ils avaient des mythes, ils ne connaissaient pas leur histoire. Et l'on voit depuis un certain temps... Ça commence souvent comme ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a des sites sur Internet qui sont remarquablement bien faits. Et l'on voit une réappropriation de l'histoire. Alors, quand un peuple commence à se réapproprier son histoire, c'est bon signe. On peut aussi évoquer, pour le souvenir, quand même, une figure charismatique des années 90, le chanteur Matou Blounès, que Jean Mabir, d'ailleurs, avait croqué dans un numéro de Terre et Peuple, en tant qu'éveilleur véritablement de la berbérité. Lui aussi a été, je crois, un des héros de cette berbérité des années 90. Il a payé d'ailleurs chèrement de sa vie, après plusieurs attentats d'ailleurs dont il a été victime. Alors aujourd'hui le problème c'est que l'Algérie existe-t-elle? C'est le autant le Maroc existe. Alors ça, c'est sûr que certains auditeurs vont se manifester rapidement. Mais là il faut dire les choses. Il faut dire les choses clairement. Ouais. Alors il y a une volonté d'existence, ça qui est tout à fait respectable, une volonté d'existence, mais cette volonté d'existence ne peut pas aboutir tant que sera niée la composante berbère, qui est tout de même l'âme, le tréfonds, le soubassement, j'allais dire, en anglais on dirait le bedrock de cette société. Alors, dire que l'Algérie est un pays arabo-musulman, c'est un mensonge. C'est comme la France n'existe pas depuis 1789. Elle existait avant. Et l'Algérie n'est pas arabo-musulmane. L'Algérie est berbère. Et sur ce fond berbère sont venus se greffer des influences arabes et une religion musulmane. Voilà. Mais il faut bien voir qu'au début, à la base, nous avons les Berbères. Et que cette histoire berbère est une histoire millénaire qui va durer et qui va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine, puisque si l'Algérie est indépendante, c'est en grande partie parce que les Berbères se sont battus contre nous, Français. Alors que quand les Arabes n'ont pas suivi. En tout cas, cette question berbère continue de se manifester de l'actualité. Vous vous êtes exprimé très récemment, notamment avec l'affaire du Sahara, avec le soulèvement en Azawad, avec aussi le rôle que certaines tribus berbères ont pu jouer en Libye, en tout cas, ont voulu faire entendre leur voix. Très rapidement, il nous reste, je crois, quelques minutes. Pouvez-vous rapidement tracer le trait des évolutions en cours concernant justement le rôle des Berbères dans cette région? Alors, il y a un réveil, une renaissance berbère qui est tout à fait étonnante. En Libye, par exemple, personne ne savait qu'il y avait des Berbères.
On a découvert qu'il y avait des Berbères à l'occasion des événements de l'année dernière. Or, toute la partie située à l'extrême ouest... C'est le Fezzan, non, plutôt? Non, je parle de la partie... dans le Fezzan, il y a des Toubous et des Touaregs. Non, les Berbères, berbérophones, qui sont apparentés aux Berbères d'Afrique du Nord, sont dans l'extrême ouest de la Libye, dans le Djebel Nefouza. D'accord. Avec un débouché sur la mer. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les statistiques officielles à l'époque de Kadhafi disaient il y a 5-6% de Berbères en Libye. C'est faux. Il y en a beaucoup plus de berbérophones. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que 90% de ces Berbères vivent en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la partie ouest. D'accord. Et 100% de ces Berbères vivent dans l'extrême ouest de la Tripolitaine. Ce qui fait que la partie de l'extrême ouest de la Tripolitaine est une partie à majorité berbère, divisée en deux. Les Berbères berbérophones et les Berbères arabophones. Mais ce sont les mêmes, ce sont les cousins, ce sont les mêmes tribus. Certaines ont pris la langue arabe et d'autres ont gardé la langue berbère. Donc il y a un réveil très important qui se fait dans cette zone et ce sont les deux brigades berbères qui ont pris Tripoli. C'est eux qui ont gagné la guerre. Ce sont les seuls qui se soient battus. Les autres ne sont pas battus contre Kadhafi. Tiraient des coups de fusil, partaient, etc. Il n'y a pas eu de guerre. Les seuls qui se soient battus, ce sont les deux brigades berbères. L'une berbère berbérophone et l'autre berbère arabophone de Nefouza et de la région. Réveil berbère également, à l'heure actuelle, dans l'Azawad. Dans l'Azawad, avec les Touaregs. Mais attention, là on confond beaucoup de choses, parce que l'Azawad n'est pas uniquement Touareg. Il n'est pas uniquement berbère. Il y a trois Azawad. L'Azawad, c'est toute la partie nord du Mali, c'est une immense région. Les Berbères, donc les Touaregs, n'occupent, leur homeland n'est qu'une petite partie de l'Azawad. C'est la partie centre-est de l'Azawad. Toute la partie ouest de l'Azawad est arabe, ou berbéro-arabe, avec les tribus qui sont les tribus arabes, ou qui se revendiquent comme tribus arabes, et qui traditionnellement luttaient contre les Berbères. Et au moment de la période coloniale, nous nous sommes appuyés, nous, sur les tribus arabes Chamba contre les Touaregs. Donc il y a des vieilles rivalités entre ces tribus. Puis le troisième Azawad, c'est l'Azawad du fleuve Niger, qui lui est un Azawad composite, avec certaines Touaregs, certaines tribus Touaregs, Imrad notamment, et puis des Sondraï, des Peuls, des Maures, etc. Donc il y a trois Azawads. Mais les Touaregs, à l'heure actuelle, sont effectivement soulevés dans leur parti. Alors toute la question est de savoir, sont-ils, oui ou non, gangrénés par les islamistes? Je pense que le danger islamiste en zone de Touareg a été beaucoup grossi. Le problème, c'est que si les Touaregs sont acculés, ils vont tendre la main à qui leur tendra. Et je pense que nous avons raté une bonne occasion de redistribuer les cartes dans la zone en appuyant les Berbères. Il eût fallu les appuyer d'une manière ou d'une autre. Et là, si se dessine une intervention ouest-africaine, bien entendu encadrée par les Occidentaux, nous risquons d'avoir un résultat assez contraire, c'est-à-dire de pousser peut-être ces gens dans les bras des islamistes qu'ils détestent. Ils les détestent parce que chez les Touaregs, ce sont les hommes qui sont voilés et pas les femmes. Il y a donc une approche qui est totalement différente dans la conception de l'islam. Ce n'est pas du tout un islam rigoriste comme l'islam salafiste. Le monde touareg est imperméable à l'islam salafiste. C'est un islam composite. Certains commentateurs des événements de cette région ont parlé aussi d'une ingérence américaine dans ces événements. Je pense notamment à l'article de Michel Lhomme qui a été publié récemment sur la Grande Toile, où il parlait justement d'ingérence américaine à propos des membres du gouvernement malien et de certains groupes salafistes qui pourraient être comme Al-Qaïda Maghreb islamique, plus ou moins des émanations, en tout cas manipulées par des services atlantistes, en tout cas des services américains. Que pensez-vous de cette approche, de cette thèse? Moi, je ne suis pas du tout complotiste. Oui, non, mais c'est pas du complotisme. Moi, j'ai un réaliste. C'est ingérence géopolitique. Oui, donc, en tant que réaliste, je dis à qui profite AQMI? Parce que AQMI, mon opinion profonde, c'est qu'AQMI n'existe quasiment pas.
AQMI, c'est un label aussi. C'est 400 combattants sur une étendue grande comme une fois et demie la France, qui ont une puissance de nuisance, effectivement. Tu vois, c'est un essaim de prise d'otage. Dans notre train de communication, ça frappe les esprits, ça frappe les opinions, ça vous rôle. C'est un essaim de guêpe. C'est un essaim de guêpe, mais c'est pas un danger territorial. Non. Je ne vois pas les salafistes mordre sur le monde africain noir chez les Bambara. Pas possible. Bon. Et donc, qui a intérêt à grossir cette réalité AQMI? D'abord, les Maliens. Parce que sans l'épouvantail AQMI, ils sont certains que personne ne viendra les aider pour une hypothétique reconquête du Nord. Ça, c'est clair. Et puis, qui a intérêt encore à grossir AQMI? Eh bien, les nouveaux acteurs qui veulent peut-être s'implanter sur zone, dont les Américains. Parce que vous avez noté l'absence totale de l'Union européenne. La France, qui est en période électorale, ne s'occupe absolument plus de la question. On l'a vu au Darfour il y a quelques années, mais donc, il est évident que nous savons que les Américains sont présents sur zone, etc. Mais bon, alors de là à en faire un système, je ne sais pas. Voilà, moi, je pose le problème simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, la berbérité, c'est aussi quelque chose, une question qui ne peut pas totalement nous intéresser. Une bonne partie de l'immigration, donc d'origine maghrébine et d'origine berbère, assumée ou pas, on peut le voir, par le tissu associatif qui se développe en France, on peut le voir au niveau de l'enseignement, pour des professeurs qui peuvent avoir affaire à des élèves qui revendiquent soit leur arabité, soit leur berbérité. Quel pourrait être, est-ce que la berbérité, en tout cas le soutien à cette cause, en tout cas pour nous, la question ne se pose pas. Nous sommes des ethno-différentialistes conséquents, nous sommes des soutiens de toutes les identités, mais est-ce que cette berbérité pourrait être un levier pour une politique française intelligente d'un règlement éventuel, en tout cas qui serait souhaitable de la question migratoire? Je ne poserai pas la question dans ces termes, parce que moi je ne suis pas du tout un politique. Oui, bien sûr. Donc la question migration, c'est pas mon problème. Moi, je renverse la question et je dis les pays du Maghreb peuvent-ils continuer à vivre sur le mythe de l'existence d'un Maghreb arabe qui n'existe pas? Car le Maghreb n'est pas arabe. Il est berbère, de religion musulmane, avec une langue dominante qui est l'arabe. Mais ce n'est pas un Maghreb arabe, c'est un Maghreb berbéro-arabe, ou mettons les proportions plus ou moins différentes selon les thèses que l'on veut avancer. Voilà. Ceci veut dire donc que dans l'immigration en Europe, ce que l'on voit souvent comme étant des Arabes ne sont pas des Arabes. Ce sont des Berbères, mais qui ne savent pas qu'ils sont Berbères, souvent. C'est ça le problème. Alors, ce qui serait utile, c'est de réapprendre leur histoire, leur vraie histoire, aux jeunes issus de l'immigration, pour leur dire, mais vous croyez que vous êtes Arabes, vous n'êtes pas Arabes, vous êtes Berbères. Reprenez vos racines, reprenez votre histoire, reprenez vos sources, et reprenez votre identité. Là, vous êtes acculturés. Vos vraies racines sont berbères. On peut voir au gré de certaines classes, je n'ai parlé avec certains collègues, des Massinissa, des Jugurtha qui ressurgissent. Eux assument. Alors quand vous avez un jeune qui s'appelle Massinissa ou qui porte le signe de l'homme, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, lui n'est pas acculturé, lui il assume, c'est un identitaire. Mais la plupart de ces jeunes qui cherchent dans un islamisme totalement artificiel une identité se trompent de chemin. Il ferait bien mieux de rechercher leur identité dans l'origine de leur peuple, c'est-à-dire leur identité berbère. Tout à fait. En tout cas, le moment va être venu maintenant de mettre fin à cette émission ô combien passionnante. En tout cas, nous espérons vous avoir très bientôt à nouveau sur nos ondes, Bernard Lugan. Je vais rappeler le titre et les éditeurs des deux ouvrages que nous avons principalement évoqués durant cette émission. Il s'agit tout d'abord de Décoloniser l'Afrique, point d'exclamation, aux éditions Ellipse, donc qui est sorti il y a quelques mois. Ensuite, un ouvrage que vous auto-éditez, qui est disponible sur votre blog, bernardlugan.blogspot.fr, Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire. Donc les auditeurs intéressés peuvent commander directement, soit sur votre blog ou en envoyant un chèque avec leur règlement. La somme étant de 29 €, frais de port
compris. En tout cas, Bernard Lugan, nous vous remercions une fois de plus d'être venu sur nos ondes. Nous vous accueillerons avec plaisir pour reparler de nouvelles thématiques au gré de l'actualité. Et nos auditeurs, restez toujours en éveil. N'hésitez pas donc à acheter les ouvrages de Bernard Lugan pour ces thématiques et un regard nécessaire que nous devons porter sur ce continent africain. Et plus que jamais, à l'abordage et pas de quartier. Sont venus se greffer des influences arabes et une religion musulmane. Voilà. Mais il faut bien voir qu'au début, à la base, nous avons les Berbères. Et que cette histoire berbère est une histoire millénaire qui va durer et qui va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine, puisque si l'Algérie est indépendante, c'est en grande partie parce que les Berbères se sont battus contre nous, Français. Alors que quand les Arabes n'ont pas suivi. En tout cas, la question berbère continue de se manifester de l'actualité. Vous vous êtes exprimé très récemment, notamment avec l'affaire du Sahara, avec le soulèvement d'Azawad, avec aussi le rôle que certaines tribus berbères ont pu jouer en Libye. En tout cas, ont voulu faire entendre leur voix. Très rapidement, il nous reste, je crois, quelques minutes. Pouvez-vous rapidement tracer le trait des évolutions en cours concernant justement le rôle des Berbères dans cette région? Alors, il y a un réveil, une renaissance berbère qui est tout à fait détonnante. En Libye, par exemple, personne ne savait qu'il y avait des Berbères. On a découvert qu'il y avait des Berbères à l'occasion des événements de l'année dernière. Or, toute la partie située à l'extrême ouest... C'est le Fezzan, non plutôt Non, je parle de la partie... dans le Fezzan, il y a des Toubous et des Touaregs. Non, les Berbères, berbérophones... Alors justement, comment le FLN va gérer cette question berbère? Par le parti unique. Par le parti unique, par la persécution, par l'arabisation, on dit de politique. Par l'arabisation, la chaire de Berbère du ministre d'Alger est supprimée dès le mois de septembre 62. Le ministre de la culture algérien dit les Berbères n'existent pas, c'est une création des Pères blancs, c'est une création coloniale, il n'y a pas de Berbères. Et parler de berbérité, c'est être pour l'Algérie française, c'est-à-dire c'est soutenir le colonisateur. Les Berbères vont essayer de se soulever en 63, ils vont être écrasés, ce qui fait que la revendication berbère va dormir et elle va surgir périodiquement jusqu'au moment dans la décennie 80-90 avec le printemps berbère, avec cette résurgence très très forte qui va. Il y avait aussi un parti politique, le parti des forces sociales. Oui, mais le Hosni Ahmed, non? Oui, mais le problème d'Ahmed Ahmed, c'est qu'il a complètement camouflé la revendication berbère sous une appellation socialiste. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Effectivement, tout le monde sait que c'est un parti berbère, mais il ne met pas en avant la berbérité, il met en avant la démocratie et le socialisme. Donc, il ne met pas le côté identitaire, qui sont apparentés aux Berbères d'Afrique du Nord, sont dans l'extrême ouest de la Libye, dans le Djebel Nefouza, avec un débouché sur la mer. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les statistiques officielles à l'époque de Kadhafi disaient il y a 5-6% de Berbères en Libye. C'est faux. Il y en a beaucoup plus de berbérophones. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que 90% de ces Berbères vivent en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la partie ouest. Et 100% de ces Berbères vivent dans l'extrême ouest de la Tripolitaine. Ce qui fait que la partie de l'extrême ouest de la Tripolitaine est une partie à majorité berbère, divisée en deux. Les Berbères berbérophones et les Berbères arabophones. Mais ce sont les mêmes, ce sont les cousins, ce sont les mêmes tribus. Certaines ont pris la langue arabe et d'autres ont gardé la langue berbère. Donc il y a un réveil très important qui se fait dans cette zone et ce sont les deux brigades berbères qui ont pris Tripoli. C'est eux qui ont gagné la guerre. Ce sont les seuls qui se soient battus. Les autres ne sont pas battus contre Kadhafi. Tiraient des coups de fusil, partaient, etc. Il n'y a pas eu de guerre. Les seuls qui se soient battus, ce sont les deux brigades berbères. L'une berbérophone en avant. Et donc il va largement, j'allais dire, amoindrir la revendication berbère. Ce qui fait qu'il l'habille autour d'une revendication démocratique et socialiste. C'est pas ça le problème. Le problème est ethnique et culturel. Il n'est pas socialiste ou démocrate. C'est une question d'identité d'un peuple. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant parce que les partis politiques berbères ou qui prétendaient représenter les berbères sont
en perte de vitesse. Et l'on voit un mouvement très intéressant qui est en train de se définir dans le monde berbère en Algérie. C'est-à-dire une réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire que les jeunes berbères intellectuels ont compris que ces partis politiques allaient à la soupe, les trahissaient, se faisaient acheter, et donc ils reviennent à l'histoire. C'est-à-dire ils se mettent à découvrir leur histoire. Ils avaient des mythes, ils ne connaissaient pas leur histoire. Et l'on voit depuis un certain temps... Ça commence souvent comme ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a des sites sur Internet qui sont remarquablement bien faits, et l'on voit une réappropriation de l'histoire. Alors quand un peuple commence à se réapproprier son histoire, c'est bon signe. On peut aussi évoquer, pour le souvenir, quand même, une figure charismatique des années 90, le chanteur Matou Blounès, que Jean Mabir d'ailleurs avait croqué dans un humour de Terre et Peuple, en tant qu'éveilleur véritablement de la berbérité. Lui aussi a été, je crois, un des héros de cette berbérité des années 90. Il a payé d'ailleurs chèrement de sa vie, après plusieurs attentats d'ailleurs dont il a été victime. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que l'Algérie existe-t-elle? Autant le Maroc existe. Alors ça, c'est sûr que certains auditeurs vont se manifester rapidement. Mais là, il faut dire les choses clairement. Ouais. Alors il y a une volonté d'existence, ça qui est tout à fait respectable, une volonté d'existence, mais cette volonté d'existence ne peut pas aboutir tant que sera niée la composante berbère, qui est tout de même l'âme, le tréfonds, le soubassement, j'allais dire, en anglais on dirait le bedrock de cette société. Alors, dire que l'Algérie est un pays arabo-musulman, c'est un mensonge. C'est comme la France n'existe pas depuis 1789. Elle existait avant. Et l'Algérie n'est pas arabo-musulmane. L'Algérie est berbère. Et sur ce fond berbère,